a cerné leur cadre de vie afin d'assurer une bonne santé à toute la population. Tel est l'objectif de la campagne de salubrité organisée par le comité de développement du quartier Beau-Rivage dans la ville de Kbaou. C'était le dimanche 24 avril avec le soutien et la présence du président du mouvement pour la prospérité solidaire, Daniel Eda. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour le quartier Beau-Rivage. C'est pour montrer au président M. Eda que les jeunes sont avec lui et nous a soutenus. Il nous a soutenus en nous dotant des équipements. Aujourd'hui, on a profité de lui montrer que ce qu'il a fait, ce n'est pas aller dans le nul. Cette initiative juste pour accompagner notre leader qui ne cesse de renouer avec la jeunesse. Donc pour l'accompagner dans l'aménagement de notre cadre de vie, on a voulu initier une campagne de salubrité, histoire de mettre un peu le quartier au propre et de montrer qu'il y a une jeunesse agissante dans le quartier. La salubrité est un acte civique, donc sur la demande de la population et avec l'appui en matière de président Eda, Daniel, donc la population de ce quartier, comme d'habitude, a voulu ce matin mettre un peu au propre les voies et certaines places publiques du quartier. Précédemment candidat à l'élection présidentielle, Daniel Eda énumère ici les motivations de son soutien au développement de sa localité. Dans le quartier, il y a un comité de développement que je soutiens. On a un club sportif qui, depuis quelques mois, s'est donné aussi pour mission d'œuvrer à la salubrité dans le quartier. Ça peut prêter à interprétation, mais ce n'est pas pour cela. La campagne est passée, nous avons été candidats à l'élection présidentielle, nous n'avons pas été choisis, mais la vie continue et le cadre de vie dans lequel je me trouve a besoin d'être entretenu. Mes voisins et moi, on a besoin de vivre en harmonie. Toujours maintenir son cadre de vie propre et sain est le credo des initiateurs de cette campagne de salubrité. C'est pourquoi il lance un appel à toute la population béninoise et africaine. Une campagne de salubrité, c'est toujours bon dans les quartiers pour avoir notre environnement propre. Parce qu'on dit quand l'environnement n'est pas sain, on ne peut pas avoir un corps sain. Donc ça permet d'abord de détruire les foyers primaires de moustiques. Vous savez qu'en ces temps de pluie, le paludisme monte. Ce n'est qu'en détruisant ces sites où pour faire des moustiques, on peut un peu lutter en amont contre le paludisme. Donc j'invite tout le monde à garder son environnement propre. Tout développement commence par son propre cadre de vie avant d'aller vers le niveau supérieur. Donc chacun dans son coin, s'il peut déjà faire poser un petit geste, je parie que l'Afrique, le Bénin, pourra en sortir grandi. Le dimanche 24 avril 2016, l'ancien candidat à l'élection présidentielle de février 2016, Daniel Eda, a fait une sortie médiatique afin de prouver une fois encore son soutien à l'actuel président de la République, Patrice Talon. Le président du mouvement pour la prospérité solidaire est revenu sur la réconciliation entre le nouveau président et son prédécesseur et a invité le peuple béninois à la vigilance et à la veille afin de ne pas rater le nouveau départ. Rien ne vaut la paix et la réconciliation. J'en conviens et remercie toutes les bonnes volontés, notamment leurs excellences, les présidents Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Faure Eswazimna Gnassingbé du Togo, qui sacrifient leurs énergies et temps pour la détente entre les deux amis, dont la poursuite de la brouille pourrait menacer la stabilité du Bénin. Toutefois, la vraie menace pour la paix proviendra de l'insatisfaction éventuelle d'un peuple longtemps asservi sous le régime Yahi et qui attend en ce moment de grands changements quantitatifs et qualitatifs avec le président Patrice Talon. J'invite l'ancien président de la République, son Excellence Boni Yahi, à respecter son nouveau statut d'ancien président de la République épris de paix en s'abstenant des déclarations sur son successeur
dans les médias ou dans des réunions à l'intérieur comme à l'extérieur du Bénin. Autrement, il aura choisi de divertir le président Talon pour l'éloigner de l'essentiel. J'exhorte le président Patrice Talon à garder le cap, se concentrer sur le Bénin, se souvenir constamment qu'il doit son accession à la Marina uniquement à Dieu et que la vraie réconciliation passera par la satisfaction de la longue liste des attentes du peuple souverain. Soigner à partir des plantes est un mode de traitement issu de la médecine traditionnelle. Il occupe une grande place dans notre société. Que reproche la médecine moderne à ce mode de traitement? C'est un mode de prise en charge des maladies qui utilise les plantes sans doute, qui ont des vertus thérapeutiques, certainement. Maintenant, le problème de la phytothérapie que nous, médecins de la médecine moderne, avons avec la phytothérapie, c'est le fait que les plantes utilisées n'ont pas toutes été étudiées parfois, c'est-à-dire on ne reconnaît pas parfois le mécanisme d'action sur le germe en cause, le mécanisme d'action dans le traitement de la maladie. On ne connaît pas aussi toujours les effets indésirables sur tout ça. Et par la suite, en fonction de ces effets indésirables, on ne maîtrise pas aussi la posologie exacte de l'utilisation qu'on peut faire de ces plantes-là. Et ce qui semble opposer la médecine moderne à la médecine traditionnelle, c'est justement que le principe actif n'est pas quantifié. Lorsque vous prenez un verre de thé, vous ne pouvez pas dire quelle est, par rapport au principe actif, quelle est la quantité en termes de grammage dans le breuvage que le malade est en train d'ingurgiter. Il raconte que les médicaments issus de la médecine moderne contiennent de la drogue. Le docteur Rodrigue Agongbonou n'approuve pas cette assertion. C'est la rue qui parle de la drogue. On dit les médicaments, c'est des drogues, les médicaments, c'est des drogues. Bon, nous, on ne parle pas de drogue. Les médicaments, c'est des substances qui sont utilisées pour traiter ou pour prévenir une maladie. Donc, ce n'est pas des drogues comme on dit la cocaïne ou bien et autres. C'est pas ça forcément. C'est des principes actifs. Les médicaments contiennent des principes actifs qui sont bien connus. Le traitement par les plantes est une vieille méthode en Afrique. Aujourd'hui, une pratique est de plus en plus remarquée auprès des bonnes dames. L'association des tisanes aux médicaments de la médecine moderne. Les produits que nous retrouvons chez ces dames, ces drogues en question, sous forme de comprimés ou autres, nous ne connaissons pas leur provenance. Il y a des contrefaçons. Et donc, non seulement il y a des contrefaçons, mais les produits sont exposés au soleil. Les produits ne sont pas dans les conditions requises d'utilisation. À cela s'ajoute l'utilisation des plantes. Et encore à ce niveau, il y a problème. C'est des tisanes qui sont faites par des bonnes dames. Donc, pas forcément, ce n'est pas si codifié que ça. On associe toutes les plantes possibles, qu'on apprend que ça traite la fièvre, ça traite toutes les maladies possibles, on agence tout. Et là, on ne respecte pas forcément les procédés de fabrication dans des conditions hygiéniques ou pas. On ne maîtrise pas comment c'est préparé, dans quelle marmite, dans quel récipient, avec quelle eau et autres. On ne maîtrise pas du tout. À quelle température cela doit être préparé pour que ce médicament qui doit, cette tisane qui est censée traiter une personne puisse le faire, ne pas nuire à cette personne. Comment le prendre maintenant aussi, ce n'est pas fait. Maintenant, ce qui est grave, c'est lorsqu'on combine ces médicaments, ces tisanes aux médicaments de la médecine moderne. Parce que le fait est que le médicament de la médecine moderne, c'est codifié. On sait à quel est son but. Vous prenez du paracétamol, vous savez que c'est pour guérir, non pas, c'est pour traiter une fièvre. Et c'est pour aussi calmer une douleur, par exemple. Vous savez que ça, c'est son effet. Vous savez aussi en même temps quelles conséquences ou bien quels effets indésirables, quels sont les effets indésirables du paracétamol à partir d'une dose donnée. Quand vous combinez maintenant à ce paracétamol une autre tisane dont vous ne maîtrisez même pas les effets possibles sur cet organisme, imaginez peut-être que je donne l'exemple du paracétamol. Le paracétamol, c'est reconnu comme un médicament à partir d'une certaine dose qui est toxique pour le foie, par exemple. Si vous prenez une autre tisane qui déjà à partir d'une certaine dose est aussi un peu toxique pour le foie, et vous combinez ces deux toxicités à la fois, vous augmentez la toxicité de votre foie.
et sans vous en rendre compte, justement. Donc, en vous disant que vous voulez potentialiser, c'est-à-dire le maximum d'effets que vous voulez rapide et autres. Or, vous êtes en train de vous rendre malade parce que vous ne maîtrisez pas, surtout au niveau des tisanes, ce que vous prenez, qu'est-ce que ça peut vous donner d'autre. Cet exercice illégal auquel s'adonne cette dame devra être puni et interdit par l'État afin de préserver une bonne santé à la population béninoise. Nous sommes dans le sud du Bénin, dans le département du Mono et plus précisément à Lokossa. Ici, comme dans plusieurs villes du Bénin, la population vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Michel Babadide est un vétérinaire fermier qui rêve depuis quelques années faire de ces deux filières une véritable source de richesse. Pour concrétiser ce rêve, il a créé la Maison du Paysan. La Maison du Paysan, je l'ai intitulée comme ça, en mémoire de tous les paysans africains qui sont morts de pauvreté en plein 21e siècle. Le village est le lieu par excellence où il devrait avoir l'abondance alimentaire. Dieu a créé la nature pour que d'une graine, on puisse avoir des milliers de graines, quoi. Que d'un petit plant qui germe, on puisse avoir un grand arbre. On ne peut pas vivre pauvre au village. Donc, j'ai vu quand j'ai fini mes études que le village était dans la pauvreté extrême. Et c'est là où j'ai réfléchi, j'ai fait un diagnostic sur la pauvreté et j'ai mis en place cette maison où j'ai changé beaucoup de normes universitaires pour avoir les résultats là. Ici, on a 16 espèces ensemble, qu'on élève ensemble dans une synergie parfaite. Cette synergie se traduit d'ailleurs par la combinaison des animaux qui jadis étaient de pires ennemis. Ordinairement, le chien est le premier ennemi de l'holacode dans la brousse. Vous voyez ici, tout le monde vit ensemble. C'est ce que devrait être la maison d'un paysan si les universités africaines avaient atteint leurs objectifs de formation des cadres. Si l'aide au développement avait vraiment abouti, c'est ce que devrait être la maison d'un paysan. Et si chaque paysan avait une maison comme ça, on aurait atteint l'autosuffisance alimentaire, non seulement pour chacun, mais pour tout le pays. Et on aurait exporté le surplus d'une bonne viande vers les autres pays. Ici, à la Maison du Paysan, plusieurs autres réalités forcent admiration et étonnement. Des porcs locaux qui pèsent jusqu'à 165 kg et des femelles qui donnent jusqu'à 17 porcelets. Les porcs locaux qui ne dépassent pas 50 kg dans les villages, ici ils ont atteint 165 kg. Simplement parce qu'on les a mis dans l'abondance alimentaire. J'ai commencé cette expérience le 1er mai 2006. On tue jusqu'à 20 lapins par jour et on jette les intestins. Or, ces intestins de lapins contiennent de la provende encore qu'on vient de leur donner. J'ai dit c'est une perte parce que le porc, étant un omnivore, il peut recycler ça. C'est là où on a introduit les porcs à la Maison du Paysan. On a amené 3 porcelets de 5-7 kg. Et on les a déparasités, on les a mis ici. Et tous les intestins qu'on faisait, on leur donnait. Quand il en manque, on donne de la provende en plus. Et du 1er mai au 29 septembre 2006, ils sont passés de 5-7 kg à 55-65 kg. Il y avait une femelle parmi elles que j'ai croisée avec un porc local. Donc on les a croisés et elle a fait 10 petits. Seconde mise bas, elle a fait 12. Il y a une truie ici qui a fait 17 petits. L'autre défi que s'est donné Michel Babadide, c'est d'obtenir à partir de 10 poules, 300 poulets vivant en 6 mois. Cet objectif, il l'a atteint à partir de techniques simples, nous dira-t-il. Quand la poule s'apprête à couver 10 œufs, on la pousse à pondre 4 à 5 œufs en plus par la saillie dirigée. On appelle le corps qui monte la poule. Et dès qu'elle est montée, sa physiologie change. Elle va prendre un œuf le lendemain. Quand elle s'apprête à couver, maintenant définitivement on lui donne jusqu'à 20 œufs à couver. Et quand 2 ou 3 poules font les poussins, on met tous les poussins ensemble et on donne à la poule la plus méchante et les autres se remettent à pondre 2-3 semaines après. Ça fait que avec une bonne alimentation, avec les soins, une prophylaxie adaptée, avec 10 poules, on fait 300 poulets vivants en 6 mois. La norme dans les villages, si vous avez
un paysan qui a 10 poules aujourd'hui dans un village, à peine il va vendre 20 à 30 poulets par an. Notre vétérinaire fermier ne compte pas s'en arrêter là. Pour ce faire, il a pensé au village des paysans qui abritera jusqu'à 20 maisons du paysan. Ici, il ne fait pas que de l'élevage. C'est le Vernonia nain que nous avons dans nos maisons là. Dans les maisons, c'est nain. Les feuilles ne dépassent pas ce que vous voyez en bas là. Mais comme on leur a donné à manger, les feuilles deviennent plus larges. Le laurier se reproduit par marcotage. Le marcotage consiste à faire passer la branche qu'on veut autonomiser à travers un pot qui contient du terreau, et c'est fixé. Et puis doucement on commence par l'autonomiser, et au bout de 6 mois ça devient autonome, et on peut prendre ça pousse des racines à l'intérieur du pot, et on peut prendre ça pour le planter. On a repiqué ces mourelles là le 10 mars. Les autres ont été repiqués 10 jours après, sans aucun engrais chimique. Voilà ce que nous avons eu en 1 mois. Là, c'est M. Lazare. C'est M. Harold, il est envoyé par ses parents pour faire 2 ans ici. Et lui, c'est M. Sylvestre. Il est du contingent des volontaires de l'UAC. Partager ses connaissances et les résultats de ses expériences avec d'autres fait également partie des objectifs de Michel Babadidé. C'est pourquoi il entend faire du village des paysans une université et explorer d'autres intégrations. On aura tous les niveaux d'élevage ici, et on aura aussi toutes les combinaisons, avec des salles de cours, avec des dortoirs, avec un réfectoire, et on peut faire d'ici une université qui diffuse le savoir endogène, qui améliore les économies locales. C'est une intégration aussi qu'on est en train de faire. Quand les bananiers vont monter, ils vont donner de l'ombre aux poissons. Là où on a installé la bâche, l'herbe ne pourra plus jamais pousser là. Tant que la bâche sera là, l'herbe ne poussera pas. Donc, on gagne du temps qu'on aurait pu utiliser pour sarcler l'intérieur de la bananeraie. L'ombre des bananiers aide les poissons. Et quand on a fini de salir l'eau, on peut l'utiliser pour fertiliser les plants de bananiers et nos plants de morel, quoi. On utilise les asticots. On produit des asticots avec le son de soja. Ici, ça fait 300 poissons. Okay. 300, c'est juste un début, et on a commencé, ça fait 1 mois et demi. Mais ils ont grandi de façon extraordinaire. En attendant de faire du village des paysans une université, son fondateur initie déjà des amoureux de l'élevage à ses idéaux. Au cours de notre visite découverte, nous en avons rencontré quelques-uns. Nous, au village de Kandependi, on n'a jamais reçu cette faveur comme ça, que le village de paysans il nous a envoyé des gens pour que nous ayons suivi cette formation-là. Bon, de cette formation, on est arrivé ici pour visiter l'endroit et on est très heureux. Pour la première fois, moi j'ai suivi ça à la télé, j'en étais vraiment sidéré. Et bon, et quelques mois après, il est arrivé là-bas à nous former. C'est suite à la formation maintenant que nous sommes venus ici. Voir le concret, la réalité du terrain. Nous sommes vraiment contents, très satisfaits de cette initiative-là. Effectivement, si nous lui emboîtons le pas, on va reculer quand même la pauvreté. La pauvreté ne sera plus un mot des villageois. Ça va sortir du dictionnaire du monde aux villageois. Ce fameux mot pauvreté, Michel Babadidé est déterminé à le supprimer du dictionnaire des Béninois et des Africains en général. La pauvreté ne peut jamais être villageoise. Nous avons un Bénin de 70% de population analphabète rurale et qui devrait être une force pour l'économie. Aujourd'hui, on parle de pauvreté, ce n'est pas normal. Les paysans ont des capacités
de transformer leur milieu et de créer de la richesse. Mais à peine ils travaillent 3 heures par jour et 5 mois dans l'année. Ils ont du temps à revendre. Et ils ont de l'intelligence. Ils ne comprennent peut-être pas français. Mais le français ne comprend pas le fond. Le français ne comprend pas le bariba. Il est analphabète en bariba et en fond, comme le fond est analphabète en français. On a besoin d'organiser les paysans, on a besoin de les accompagner financièrement pour que la maison du paysan devienne peut-être la commune des paysans, le Bénin des paysans nouveaux, pourquoi pas l'Afrique des paysans nouveaux. Nous invitons tous ceux qui rêvent de prospérité paysanne, tous ceux qui rêvent du développement réel, de s'unir à nous pour qu'on puisse réaliser ce rêve-là. Les dirigeants de ce pays, surtout dans cette logique de rupture, de nouveau départ, je crois que la maison du paysan doit être un nouveau départ pour les paysans, quoi. C'est-à-dire, ça doit constituer même l'élément de rupture, que le paysan ait enfin une école dans son village pour apprendre à élever et à travailler, à mieux produire. Je crois qu'on ne peut pas rêver plus. Ici s'arrête notre petit voyage plein de leçons dans l'univers du paysan. Au cours de notre aventure, il y a une phrase qui a retenu notre attention. Les États africains volent les fonctionnaires en leur payant un mauvais salaire. Les fonctionnaires à leur tour volent l'État par la surfacturation, la corruption, les projets dits de lutte contre la pauvreté, mais qui au fait ne luttent que contre la pauvreté des cadres. Vous voyez? Et les deux se mettent ensemble pour gruger le paysan en achetant moins cher sa production. Et au finish, les paysans grugent la terre et grugent les animaux en tirant tout de la terre et des animaux sans rien donner. Et au finish, la terre refuse de donner la production.